Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, chers Congolais. Nous vous disons merci pour l'intérêt et l'amour que vous nous accordez parce que nous, c'est au Centre TV, une émission qui vous met à l'aise. Vous suivez les analyses dans cette émission avec les politiciens majeurs de la République démocratique du Congo et les acteurs de la société civile. Vous étiez très nombreux à aimer l'émission avec Jean-Marie Kassamba, juste après lui, Maître Oscar Moubiaï et Christopher Ngoy. Vous étiez très nombreux, vous m'avez demandé de chercher la tête bien faite de la République, professeur Omeunga. Il est ici avec nous, lui. Omeunga Onakudu Jean, professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa, département Relations internationales, directeur du Centre de recherche des géopolitiques, géostratégie et développement durable. Il est également membre de l'Union sacrée et aussi il est expert au ministère des droits humains. Il est ici avec nous un scientifique vacciné, professeur, qui, sous sa tutelle-là, il y a plusieurs personnes qui s'identifient en lui. Professeur Omeunga, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Delphin. Ça fait un bout moment qu'on ne se voit pas. Et j'avais décidé qu'aujourd'hui, il faut que je vous appelle pour qu'on essaie d'analyser un peu les problèmes du pays, parce que ça vaut la peine qu'on essaye de voir techniquement comment va le pays, qu'est-ce qu'on peut faire. Vous savez que nous sommes là pour contribuer, donner des idées, et que les décideurs politiques exploitent ou n'exploitent pas. Raison pour laquelle je crois que je pense que ce serait une belle émission. Alors, professeur Omeunga, avec vous, nous allons décrypter ces grands sujets qui dérangent, qui fait couler beaucoup d'encre et salive dans l'opinion. La situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, il y a des tensions. La RDC est agressée par le pays voisin. On cite Ouganda, le Rwanda et d'autres pays complices. On cite également les Kenyans qui joue le faux jeu contre la République démocratique du Congo. On va en parler. L'infiltration, plus de 30 ans depuis que le Zaïre, depuis les Zaïre jusqu'à aujourd'hui, même si on peut remonter depuis le Congo, il semble qu'il y avait toujours l'infiltration en République démocratique du Congo. On va en parler. Comment mettre fin à cette situation de l'Est qui continue à nous faire du mal? C'est avec le professeur Omeunga, nous allons analyser avec lui et aussi la question de mixage et brassage dans notre armée. Est-ce que ça a aidé l'armée congolaise à aller de l'avant ou ça a favorisé plutôt l'infiltration dans notre armée? Les Wazalendo appelés patriotes aujourd'hui, même dans des déclarations officielles, on cite le FARDC accompagnés des Wazalendo. Est-ce que ces Wazalendo peuvent bénéficier de la légitimité? Est-ce une violation de la Constitution par le président de la République? Parce que j'étais avec Jean-Marie Kassamba ici, qui a dit, après les mandats du chef de l'État, il risque d'avoir des problèmes pour avoir utilisé les Wazalendo et les doter leurs armes. Avec un professeur qualifié de la République démocratique du Congo, nous allons tenter d'analyser toutes ces questions. Mais d'entrée de jeu, professeur Omeunga, est-ce la RDC a la malédiction d'avoir une classe politique savante mais infiltrée? Bon, je ne sais pas, malédiction, qu'est-ce que vous voulez dire par là, mais une classe politique savante et puis infiltrée, c'est ce qui pose des problèmes à cause de cette infiltration politique et aussi au sein de l'armée. Bon, c'est pourquoi je le disais depuis longtemps, dans toutes mes déclarations politiques publiques, que la guerre à l'Est représentait un enjeu majeur pour le président de la République dans son deuxième mandat. Et j'avais dit déjà que cette fois-ci, comme il y a un enjeu à l'Est, c'est-à-dire essayer de terminer avec la guerre de l'Est, il fallait au moins
l'implication de plusieurs paramètres, militaires, diplomatiques et politiques. Mais comme vous me posez une question claire, disant est-ce que la classe politique est infiltrée, effectivement c'est infiltré, parce que peut-être on verra, à ce moment-ci où la RDC est en train de mener une guerre à l'Est avec un pays voisin, le Rwanda, accompagné avec ce supplétif, le M23, on ne devait pas, en tout cas, et j'ai lu beaucoup d'ouvrages en tant que professeur de géopolitique et de géostratégie, j'ai lu le problème de l'histoire des guerres partout en Europe. Quand il y a la guerre comme ça, on ne pouvait pas avoir de divergences au niveau de la mobilisation vis-à-vis du président de la République. On devait faire un bloc, du moins sur le plan politique et la mobilisation, même si on n'échange pas de convictions. Mais quand il y a un enjeu, quand il y a la patrie en danger, je crois qu'il y a une mobilisation forte parce que nous avons vu ça depuis très longtemps en France, révolutionnaire, où il a été menacé par la monarchie de gauche à droite. Il y a eu beaucoup de mesures populaires qui étaient entrées. La loi Jourdan, par exemple, qui demandait, c'est 1792, qui demandait à tout Français d'être un soldat pour défendre la patrie. Et je pense qu'ici, malheureusement, on n'a pas cette vision des choses. Les gens croient que la République, c'est pour le président Tshisekedi, alors que c'est la République, c'est pour tout le monde. La souveraineté, on sauve la souveraineté avant toute considération démocratique, parce que c'est un devoir sacré de la nation à défendre la partie qui est en danger. Donc je pense que pour répondre à votre question, effectivement, c'est une classe politique infiltrée, mais nous pouvons louer les efforts du président de la République qui est en train parfois petit à petit de voir qui sont pour, qui sont contre, parce que dernièrement, nous avons vu dans des chaînes de télévision, parfois certains acteurs politiques qui hésitent même de citer un pays agresseur. C'était choquant, très choquant de voir un acteur politique qui se dit être patriote, qui voudrait sauver le Congo, mais entre-temps ne veut pas citer les noms du pays agresseur. C'est terrible ça. Comment on pouvait vivre, avoir une classe politique avec des gens maintenant? Et d'autres, parfois, ils essaient de faire des voyages, des allées, des va-et-vient à l'extérieur, et ils reviennent au pays pour dire que non, nous pouvons sauver le Congo. Alors que nous sommes confrontés à deux choses. La patrie en danger, la souveraineté est engagée, et puis atteinte à la sécurité de l'État. Les trois éléments sont très importants pour qu'il y ait cette mobilisation nationale autour des leaders du président de la République pour faire face. Je crois que la classe politique, malheureusement, s'est infiltrée, mais c'est quand même avec le temps, il faut qu'on sache très bien qu'ils sont dans les camps de la patrie et ils ne sont pas dans les camps de la patrie. Alors, professeur Omeonga, je précise, Omeonga, on a plus de gens, Oui. professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa avec enseignement en relations internationales, directeur du Centre de recherche géopolitique, géostratégie et développement durable. Vous êtes également expert au ministère de droits humains. Ouais. Professeur, j'aimerais être direct avec vous. Qui vous a donné, vous, les gens du pouvoir, la magie ou la formule de détecter, de certifier ceux qui sont dans les camps de la patrie et ceux qui sont les antipatries? Si Félix Tshisekedi lui-même est la porte pour que le M23 aujourd'hui tue des Congolais, ceux qui sont contre Félix Tshisekedi, pourquoi vous les qualifiez des antipatries? Ou bien je ne peux pas bien suivre, vous dites que le président Tshisekedi est la porte. Parce que les opposants l'accusent, ceux qui sont en Nairobi l'accusent d'être la porte du
malheurs qui nous arrivent aujourd'hui à l'Est. Comment ça? Bon, je n'ai pas bien compris, peut-être que vous n'avez pas bien précisé la question. Il est la porte. Comment ces gens, comment ils s'expliquent, comment ils l'accusent, quel est le chef majeur de l'accusation? Ils disent que non, voilà, le président Tshisekedi est la porte d'entrée parce qu'il est en train de négocier à Doha. C'est ça? Non. Parce que c'est lui qui avait invité le M23. Ah, voilà, moi, je vous ai... Mais il fallait être clair, Delphin. C'est question d'être clair dans la question. Parce que j'allais même donner cette réponse. Voilà. Cette situation, non. Le problème, c'est qu'il faut revenir avant. Moi, je crois que je suis l'homme vraiment indiqué pour t'expliquer certaines choses. OK. Je pense que le M23, je crois que ça a été vaincu, effectivement, mais il y avait des conditions pour être vraiment à l'essentiel. OK. Les M23 est parti, mais avec des conditions. C'était quelles conditions? La première condition à l'essentiel est que l'Est devait être contrôlé sur le plan sécuritaire par des Rwandais, l'M23. Et raison pour laquelle, à l'Est, si on nommait un général, il ne voulait pas quitter l'Est pour venir à l'Ouest. Il restait toujours là. Ça, c'est un. Et des deux, il fallait que toute nomination des généraux, par exemple, devaient être aux mains des gens de nationalités douteuses. C'est-à-dire que toutes les zones de commandement à l'Est, c'est-à-dire au sud Kivu et au nord Kivu, devaient être aux mains des gens qui avaient des nationalités douteuses. Et troisième chose, il fallait, la raison pour laquelle vous avez vu que il fallait que l'intégration ou le brassage des gens dans notre armée, et ce qui a posé des problèmes au président Tshisekedi. C'est-à-dire quoi? Le président Tshisekedi, même si il avait demandé, même si je me fais une analyse, il les appelait, et que eux, c'est ça qui ça pose des problèmes. Le président Tshisekedi dit non, je ne peux pas accepter ces conditions-là au moment où nous voulons changer les choses dans notre pays. Vous donnez à sécuriser l'Est pour vous autres. Vous donnez à exploiter légalement comme chez vous. Vous donnez à être nommé, vous restez toujours là-bas. Que les zones de commandement soient toujours aux mains de rwandophones. Ce n'est pas possible. C'est là où ça pose des problèmes. Mais ce n'est pas une porte. Moi, je ne peux pas, parce qu'à l'essentiel, quand les gens disent que le président Tshisekedi a appelé les gens ici, supposons même les ministres à l'époque, comme le VPM Condé, Gilles Kokongende, s'ils les avaient menés ici, et que ces gens voulaient faire des revendications de l'ancien régime, parce qu'ils se sont fait des accords avec l'ancien régime sur tel point, et que les autres ont dit non, nous ne pouvons plus accepter ces conditions-là parce que nous voulons changer les choses. Nous voulons que notre pays soit souverain, nous voulons que notre pays exploite légalement nos minéraux, nous voulons que quand même l'autorité soit de l'État, soit partout. On ne peut pas qu'à chaque fois qu'il y avait une nomination, il faut qu'on demande de Kigali. Il ne faut pas à chaque fois qu'il y avait telle chose, on demande de Kigali. Il ne faut pas qu'il y ait la vérification des choix des FDLR. Il faut quand même mélanger l'armée rwandaise et puis l'armée congolaise. Non, de telles choses, il fallait les éviter. Voilà, ça a posé des problèmes. Moi, je ne crois pas que c'était une porte d'entrée. Professeur Omeonga, voilà. Vous êtes un professeur d'université, oui. Professeur du département des relations internationales, oui. Un ancien secrétaire du parti de Laurent Désiré Kabila. Exactement. Le PRP. Il ne faut pas dire comme un Congolais lambda, oui. Comme un militant. Vous devez affirmer des choses que vous maîtrisez parce que vous venez de me dire ici, oui. Vous êtes la personne la mieux placée pour m'expliquer que le M23 était défait, mais avec des conditionnements. Voilà. Est-ce que les conditions que vous venez de soulever ici, oui. que le M23 avait accepté d'être défait en restant avec l'Est, que tous les généraux qui pouvaient être nommés devaient avoir la nationalité rwandophone, devaient vérifier les zones stratégiques. Oui. Vous avez trouvé ça où? Ça, ce n'est pas les discours de 10e rue, les discours des fanatiques. Vous, comme professeur, est-ce que vous pouvez tenir ces genres de discours? Non. Sur base de quels documents que vous confirmez ce que vous dites ici? Oui, parce que le problème, c'est que la question a été mal posée.
vous avez dit qu'il y a des opposants qui disent que Tshisekedi est la porte d'entrée de M23. C'est pourquoi je dis Parce non. qu'il les avait invités Oui, ici, mais c'est ils pourquoi ont été défaits sous pour- Kabila. Vous dites Oui, mais que c'est vous êtes la personne la mieux placée, C'est pourquoi- vous connaissez la vérité, pourquoi je et dis puis la- vous avez avancé, c'est ce que vous C'est venez de pourquoi je dire. dis je suis la personne la plus indiquée. Sur base de Vous- quel document? Vous venez de me dire, vous venez de dire aujourd'hui que moi j'étais le secrétaire général du PRP, Parti de Laurent du Dessalines. DG Kabila. Mais entre-temps, nous on soutenait le régime en place, Ok. la fois passée. Et moi-même aussi, j'ai été déjà parfois dans des discussions politiques, pour ne pas être discussion politique. Il y a un document, effectivement, il y a un accord qui a été signé en 2013, si je ne me trompe pas, où ces conditions sont claires là-bas. Ces conditions claires, je ne peux pas inventer. Signé par Raymond Chibanda, vous parlez de. Oui, de oui, ces documents. exactement. C'est Alors, les documents fantômes qui non, qui- pas, qui pas n'existent fantôme, pas. mais non, des Pourquoi documents. vous ne publiez pas ces documents? Non, non, le document est là et que ce que je vous parle, je n'ai pas inventé. Je n'ai pas inventé rien, ça ne vient pas du ciel comme ça. Pourquoi vous n'avez jamais publié ces documents? Non. Ces documents se trouvent où? Dans quelle archive? Non, Parce non. que jusqu'à aujourd'hui, il semble que c'est du cosmétique du Non, régime. mais vous voyez, moi je suis plutôt raison. Il y a certaines choses que ce n'est pas la peine de publier. Vous me demandez est-ce que les gens qui disent que Tshisekedi a invité les gens ici, est-ce qu'il y a un document où on voit que ils ont invité ici, que Tshisekedi dit donc, ok, moi je vous donne de Il l'argent. y a une déclaration du chef de l'État, lui-même qui avait dit ils étaient ici, mais c'est Gilbert Kankonde qui l'avait invité. Oui, les mais avait- ce que vous vous dites, Oui, mais- ce que vous vous dites, quel est le document qui Non. atteste la véracité de Non. ce que vous vous dites, Non. que c'était les conditions imposées par dis- M23 pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait un semblant de Mais ce paix que je vous dis, à l'est de la ce que je vous dis, République. vous me demandez les documents, je crois qu'il fallait demander, parce que moi je n'étais pas dans les affaires ou dans une institution. Et si vous avez demandé au président, au ministre Kakonde, où se trouveraient des documents, il va vous expliquer. Nous avons appelé ces gens ici parce qu'il y a eu tel document, tel document. Nous avons voulu confirmer s'ils pouvaient intégrer de nouvelles conditions ou ils devaient rester dans les conditions qui ont été signées avec l'ancien régime. Demandez ça. Mais moi, je vous dis que non. Dans le cadre de la solidarité du régime passé, nous étions au courant que non, il y a telle chose, tel document, tels accords, telles actions passées. Et vous me demandez comme si je détenais ces documents. Non, non. Hein? Vous me demandez comme si je détenais les documents. Si j'étais un ministre, si je travaillais à la DEMIAC, si je travaillais à l'ANER, j'allais me demander, mais vous qui comptez les services, est-ce que vous pouvez me présenter les documents? Mais moi, je vous dis, peut-être si j'étais dans une réunion quelconque et que nous avons entendu à l'ancien régime parler de ça, j'allais vous dire que non, voilà, c'était ça, c'était ça, c'était ça. Mais quand vous me demandez de donner les documents, c'est comme si j'étais un responsable à cette époque-là qui devait détenir ces documents-là. Alors, professeur Omeonga Onakundu, je précise que vous êtes membre de l'Union Sacrée, vous êtes expert au ministère de droits humains, vous enseignez les relations internationales à l'UNIKIN. Une question directe, pourquoi aujourd'hui, sous Tshisekedi, l'homme qui a refusé d'adhérer aux conditions du M23, il est incapable de terminer la guerre de l'Est. 7 ans aujourd'hui, il avait dit qu'il se sentirait président s'il met fin à cette guerre de l'Est, à l'agression de l'Est. Malheureusement, vous concluez tout de suite que non, il est incapable de mettre fin à la guerre alors C'est que... ce que les opposants disent. Non, mais... Ce n'est pas le cas. Non, on ne peut pas tout de suite là, jusqu'à présent. Est-ce que quand le Goma a été pris, la ville de Goma a été prise, est-ce que nous nous trouvons dans une autre situation? Oui ou non? Nous nous trouvons dans une autre situation. Parce que on commence à récupérer petit à petit. Et là, je reviens, parce que là, peut-être, il fallait peut-être me demander la question autrement. Pourquoi Tshisekedi n'a pas déclaré la guerre quand la guerre a commencé? Voilà, je pouvais vous dire autrement. C'est pourquoi je vous ai donné condition que, à l'époque, et je soutiens les chefs de l'État de ne pas déclarer cette guerre à l'époque, parce que
ces gens devaient arriver à Kinshasa par rapport aux gens qui étaient infiltrés, l'armée était infiltrée en fond de comble. Et que tous les responsables militaires de l'époque, parce qu'on a changé maintenant, étaient presque des traîtres, avec les brassages. Et que, heureusement, qu'avant de déclarer une guerre, il fallait étudier les rapports de force. C'est ce que le président a fait, heureusement. Et maintenant, ça a changé parce qu'il fallait prendre certaines décisions diplomatiques pour au moins reculer et mieux sauter. Alors, pour vous dire clairement, ce n'est pas incapable de terminer la guerre. Effectivement, quand la guerre commence, on ne sait pas quand ça se termine. Mais il y a quand même trois, parce que la guerre là, comme on l'a toujours dit, il fallait l'affronter sur trois dimensions. La dimension militaire, la dimension politique et la dimension diplomatique. On a effectivement, à l'époque, les années passées, il y a eu un peu de difficultés sur le plan militaire. Mais maintenant, je crois qu'on ne sont plus dans les mêmes conditions. Et deuxième chose, sur le plan diplomatique, je crois que le président de la République a fait un travail de titan. Le fait tout simplement de changer l'opinion internationale qui a été manipulée par les Rwandais pendant des années sur l'histoire des génocides, sur l'histoire des génocides et puis l'histoire d'Hitler. Maintenant, toutes ces conditions-là ont été quand même dévoilées autrement et maintenant, la RDC est dans une position diplomatique honorable parce que maintenant, on a vu que non, beaucoup de pays, même de certaines grandes puissances qui étaient contre la RDC, maintenant, ils commencent déjà à condamner les Rwandais. C'est que ça suppose qu'il y a quand même des avancées sur le plan diplomatique. Est-ce que ce n'est pas du cosmétique parce qu'aujourd'hui, malgré leur condamnation, la RDC, le pouvoir de Kinshasa n'a pas récupéré, Goma n'a pas récupéré Bukavu, et les gens continuent à mourir. Le M23, l'AFC continue à imposer leur administration là-bas. En quoi cette diplomatie est avantageuse au peuple de Goma et de Bukavu? Oui, mais vous savez, comme je vous ai dit, sur le plan diplomatique, si le président de la République n'a pas utilisé, par exemple, l'option militaire de déclarer la guerre, c'est qu'il a au moins l'esprit de ne pas beaucoup qu'il y ait des pertes de vies humaines, parce que c'est celui, il a la responsabilité, il a la garantie de la nation, et qu'il a prélevé l'option diplomatique, c'est-à-dire aller en douceur. En douceur, c'est-à-dire quoi? Maintenant, les Rwandais condamnés, toute la communauté internationale condamne les Rwandais. Maintenant, le président a la mobilité, il a maintenant les conditions dans lesquelles il peut acheter des armes parce qu'on a levé l'embargo. Ça a été enlevé. Troisième chose, certains pays ont compris que le Rwanda donnait des prétextes qui pouvaient être victimes de telle chose. Et ça a beaucoup changé. Mais il y a deux choses que vous pouvez comprendre dans cette affaire-là. La première chose, c'est que quand on fait la diplomatie, les résultats n'est pas à la minute. Il y a les gens qui critiquaient à fin de compte qu'il a beaucoup voyagé, mais les résultats n'existaient pas. Mais actuellement, est-ce qu'on ne lui donne pas raison? Est-ce que le Rwanda n'est pas condamné? La résolution 2773 est claire. On condamne le Rwanda et on demande le Rwanda de... Les retombées de ces condamnations pour le peuple de Kivu et Bukavu qui sont en train de nous regarder maintenant, quelles sont les retombées de ces condamnations? Il semble que c'est du cosmétique. Cette communauté internationale est en train de vous poudrier, est en train de vous distraire parce que le mandat de Tshisekedi reste une année et quelques mois. Je voulais dire ceci. C'est peut-être la conclusion que j'allais donner, mais vous voulez que j'anticipe. Non. La situation de l'Est, quelles que soient les actions diplomatiques qu'on est en train de mener, il faut revenir sur l'organisation interne, même en perspective. C'est ce que je voulais donner comme vous me donné comme conclusion. C'est-à-dire quoi, je voulais dire? C'est-à-dire, quelles que soient les transactions diplomatiques, la responsabilité interne est très importante. C'est-à-dire quoi? Dans les perspectives à venir, où on peut voir la RDC en perspective d'une puissance régionale ou sous-régionale, il faut qu'il y ait une bonne gouvernance
dans le sens des défis à relever. Sur le plan militaire, il faut des réformes. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez vu à l'Assemblée nationale, il y a des programmations militaires qui n'en avaient pas, maintenant ça se trouve. Deuxième chose, il y a maintenant comment on peut faire la diplomatie de défense. C'est-à-dire qu'on commence à parler sur l'expertise, on commence à parler sur l'achat de la technologie, on commence à parler sur certaines logistiques sophistiquées. Donc, avec le temps, avec des formations, je pense, avec la formation d'une unité spéciale, avec la formation des jeunes, le nombre, la dimension humaine, ça a augmenté au niveau de l'armée. C'est quelque chose qui se fait progressivement. Mais les gens qui sont dans la rue voient comme si il faut faire vite, vite, vite. Effectivement, il y a des morts, nous déplorons. Il y a des morts. Mais la guerre ne se termine pas d'un coup comme ça, alors que la guerre a des dimensions. Vous savez que les M3 étaient soutenus par d'autres puissances. Le Rwanda, il était comme le canal de vendeurs de minerais stratégiques. Tout ça, il fallait quand même essayer de dégorger les Rwandais, de mettre à nu ce mensonge-là, de mettre à nu la manipulation rwandaise pour essayer de prendre un bon chemin. Mais ce que je voulais dire en fait, quand on dit que non, les gens sont en train de mourir, effectivement, il faut déplorer. Mais sur l'action diplomatique, il y a vraiment des avancées. Mais c'est pour dire que toute action diplomatique doit être accompagnée de la défense. C'est-à-dire que les deux sont complémentaires. Quand on a une bonne diplomatie, on a une bonne défense. Quand on a une bonne défense, on a une bonne diplomatie. C'est pour dire que non, en tant que spécialiste, même si nous menons des actions d'OA, États-Unis, on doit revenir sur l'organisation de notre système de défense. Alors, voilà. On va évoquer la question de la défense, mais j'aimerais qu'on reste sur les plans diplomatiques. Professeur Omeunga, pourquoi vous, les scientifiques congolais, vous devenez de plus en plus improductifs, stériles et constipés? Vous n'arrivez pas à éclairer les dirigeants afin de trouver la solution. Tenez, la France, un pays recélé, parce que nous avons identifié le Rwanda comme un pays voleur de nos minéraux. La France, les Qatar, les États-Unis et autres, des pays receleurs, c'est ces pays que vous, la République, vous allez vers eux pour que ce pays puisse vous trouver la solution. Est-ce que vous êtes aveuglé ou vous êtes envoûté? Non, comment vous pouvez dire que non, les professeurs ou les gens, les intéressés sont aveuglés? Non. Non, vous n'aidez pas les pays, non, apparemment. Non. Vous n'éclairez plus la nation, parce que les scientifiques sont censés avoir la torche pour éclairer même le politique. Ça dit quoi? Comment on peut éclairer la politique? Il y a des responsabilités partagées. Imaginez, je vous demande, bon, je vais être un peu plus clair avec vous. Ça fait plus de 20 ans, je sais quand je commence, l'ancien régime, que le professeur Omeunga, spécialiste de l'histoire de défense, j'ai demandé depuis très longtemps de créer un organe qu'on appelait Comité scientifique de défense. C'est-à-dire qu'on pouvait faire un dialogue permanent entre les scientifiques et le monde politique et militaire, des experts militaires. C'est-à-dire quoi? Au moment où nous avons la guerre, parce que on ne peut pas venir à la télé donner des stratégies militaires, donner des contributions, ça c'est du jeu, donc ça c'est rien. Alors qu'il fallait un cadre sérieux, des réflexions, comme on était par exemple aux affaires étrangères. Avec Chokitou. À chaque fois, déplacement du ministre de VPM, quelque part, il y avait déjà une réunion technique des experts, de la présidence, de la DEMIAP, de l'ANER, de la police, des affaires étrangères, de la DGM, de l'intégration régionale, pour un cas précis que le ministre va aller à la SADC ou tel endroit, et on combine ces idées. Ce n'est pas à la télé qu'on donnait ces idées, c'est dans un organe technique, une cellule technique, pour moins discuter ça. Et si le monde politique est un peu indifférent à ce que nous disons, comme je vous ai dit, ils n'ont jamais eu cet organe-là. Alors que j'ai parlé à la télé plusieurs fois l'ancien régime, comme maintenant je l'ai dit. Donc comment voulez-vous qu'on dise que non,
les professeurs ne contribuent pas, on ne veut pas venir à la télé, dire que bon, pour telle stratégie vis-à-vis du Rwanda, voilà, nous devons faire ça, faire ça. Mais ça, c'est de l'amusement. C'est sérieux de l'amusement. Alors qu'il y a certaines choses qu'on peut dire dans une réunion technique par rapport aux études que nous avons faites, qu'à telle chose, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Mais nous n'avons pas cette occasion. Et puis, avec l'histoire, avec les comportements, comme vous avez dit, de la classe politique, il est très difficile de s'affier à n'importe qui. À n'importe qui. Vous pouvez donner une information, alors vous donnez déjà un traître. Vous donnez une information, alors vous donnez un infiltré. C'est pourquoi il y a des choses qu'on pouvait s'organiser sérieusement de tels organes. Et deuxième chose, quand vous dites que non, on laisse le président aller à Doha, aux États-Unis, en France. Vous savez, dans la diplomatie, même si on vous dit que celui-là vous insulte, vous pouvez lui dire bonjour, mais il fallait que vous savez l'objectif que vous voulez atteindre. Ce n'est pas que vous dites, un ennemi vous dit bonjour, et vous lui dites bonjour, qu'on va vous prendre pour un néant ou un idiot. Non. Les présidents, quand ils s'en vont là-bas, c'est normal. La diplomatie exige la mobilité, la diplomatie exige la communication. On peut être puissant maintenant actuellement avec une communication élégante, avec l'attractivité. Ce n'est pas rester à la maison et dire que non, moi je ne peux pas aller à Doha parce que là je ne peux pas aller en France parce qu'on m'appelle, je ne peux pas aller à Doha parce que ce sont des gens. Non, il faut aller s'exprimer. Il faut aller donner votre opinion. Il faut aller dire là-bas devant le public que c'est non. Il faut aller dire devant les États-Unis que oui, je peux signer, mais à telles conditions. Et la France, vous demandez qu'il y a telle chose, oui, j'accepte, mais il ne faut pas faire la chaise vide. J'ai connu des problèmes, j'ai vu des problèmes, le régime est passé, où on a eu beaucoup de problèmes avec des partenaires stratégiques. Alors, c'était en défaveur de la République. Alors, professeur Omeonga, il ne faut pas faire... Est-ce que vous me donnez raison que la mobilité diplomatique est importante? Je ne vous donne pas raison. APJ au peuple de juger, c'est au peuple de trancher. Vous dites que la politique de la chaise vide ne paye pas, mais la politique stérile aussi ne paye pas. La politique du fainéantisme aussi ne paye pas. La politique... que le régime Tshisekedi est en train de faire selon les opposants et disent que Tshisekedi accepte d'aller faire humilier les Congos ici dans une conférence en France avec Macron, où Macron, président RSLR des minéraux des Congolais, décide de la réouverture de l'aéroport de Goma en présence du président Tshisekedi. Félix Tshisekedi a-t-il vendu la souveraineté de la RDC à la France? Non, mais ça, c'est la première chose que peut-être vous êtes devant un professeur des relations internationales, un professeur qui donne la diplomatie. Je voulais que vous diminuiez un peu la teneur de certains mots. Quand tu dis moi, je pose des questions. Des questions énervantes de l'opposition qui pense sauver le Congo entre les mains de Tshisekedi, qui ne prend pas la gestion du pays ou les pays au sérieux, selon les opposants. Mais les opposants ne disent pas que une diplomatie n'est feignante. Une diplomatie faible, selon eux. Non, mais faible, ce n'est pas néante, ce n'est pas faible. Je crois que la nuance des mots, la nuance des mots que je voulais dire. Non. Si les gens disent vraiment, d'une manière générale, que dans la diplomatie, le président n'a rien fait, il serait quand même honnête quand même. Ils sont comme c'est pas sérieux. Avec tout ce qui a commencé jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup d'avancées. Il y a beaucoup d'avancées sur le plan diplomatique. Effectivement, la guerre n'est pas finie, mais vous le savez que c'est très complexe. Les négociations, les accords, ce n'est pas facile à négocier dans un monde complexe, dans un monde où il y a beaucoup de traîtres, où il y a beaucoup de double jeux. Ce n'est pas facile. Ce qui est important, c'est que je pourrais vous donner raison, que nous demandons au président de la République, là où il s'en va, là où il part, il faut qu'il s'accompagne avec une bonne expertise. Là, je peux vous donner raison. Mais dire qu'il ne fait rien, qu'il n'a rien amené, on laisse l'ouverture de l'aéroport de Goma. C'est Macron qui décide. Il semble que la RDC a vendu un peu sa souveraineté à la France. Tshisekedi a été dupé par le président Macron. Selon les opposants, vous êtes un stratège, vous enseignez les relations internationales. Aidez-nous, quoi comprendre. Mais Macron a dit,
sous la souveraineté de la RDC. Il dit que, pour dire qu'il y a un président qui incarne cette souveraineté. Il semble qu'il a marqué sa ruse. Non, il a masqué sa ruse. Non. Parce que si aujourd'hui ces avions d'aide humanitaire descendent à Goma, qui vont contrôler les choses que la France ou la communauté internationale va nous amener au moment que nous savons que l'Union européenne a un contrat de minerais avec le pays agresseur. Vous savez, mais qu'est-ce que... Vous voyez ça le problème. Même si j'étais à la place du président, je n'allais pas dire à Macron que non, nous ne pouvons pas réouvrir, pas de ça comme ça. Non, non, non. Il y a aussi cette image dans un forum diplomatique. Il y a parfois un silence qui est aussi une arme redoutable. Quelqu'un pouvait m'insulter et je mettais, c'est déjà une réponse négative qui est lourde de conséquences. Si le président Macron dit que non, on va aller à Goma, les conditions humanitaires, vous avez vu juste après, avant même que la RDC essaie de faire beaucoup de déclarations, c'est le ministre des Affaires rwandaises qui a dit non, nous ne pouvons pas accepter cette ouverture parce que l'M23 n'a pas encore dit quelque chose. Et deuxième jour, c'est l'M23 qui dit non, nous ne voulons pas ça, cette ouverture. Donc pour dire que non, on ne peut pas répondre à toute déclaration politique dans le monde public sur le plan diplomatique. On peut parfois observer les silences qui vous donnent raison. Tshisekedi sait très bien que non, quand il y a ouverture, ce n'est pas lui qui doit aller là-bas parce que là-bas, il y a une autorité locale de fait. Ces gens ne sont pas qu'à Goma. Ils ne sont pas encore à Goma. Mais si la France savait ça, il a déclaré, surtout aussi pour l'image de la France, pour voir que non, c'est un pays humaniste, c'est un pays qui voudrait la paix, c'est un pays qui voudrait aussi faire aussi d'autres mouvements diplomatiques par rapport aux États-Unis, par rapport au Qatar. C'est aussi ces jeux diplomatiques-là que chacun voudrait voir un peu, mais c'est pas pour autant que non, Tshisekedi a vendu. Quand, peut-être on va en arriver, quand on voit aujourd'hui certains dirigeants de politique dire que non, on ne peut pas interpeller les gens qui sont partis à l'extérieur pour parler du Congo, on ne peut pas même demander qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à la sécurité nationale. C'est vraiment choquant. Professeur Omeonga, c'est choquant. Professeur Omeonga, quand on ne tourne pas autour du pot, j'aimerais vous regarder en face et vous poser cette question. Pourquoi vous, comme expert, professeur des relations internationales, vous vous acharnez contre les gens qui veulent sauver les Congos? Les groupes de Kabila à Nairobi, avec les Makila, les Matata et les autres, ce sont des opposants, ce sont des Congolais qui pensent que Tshisekedi a installé un pouvoir de tyran, un pouvoir de la dictature ici, à Kinshasa, et préfère se réunir ailleurs pour sauver les Congos. En quoi ça vous dérange? Mais Delphin, je ne sais pas, je vous ai dit que je suis un professeur de géopolitique et géostratégie. J'ai lu beaucoup d'histoires des guerres. Est-ce que demander à ses opposants dans quelles circonstances ou contexte que nous sommes aujourd'hui pour parler de la démocratie au moment où... Est-ce que vous savez que nous sommes en guerre? Quel est ce pays qui est en guerre qui peut accepter ce que nous acceptons aujourd'hui? C'est extrêmement grave ce que vous dites. C'est très grave. Non, non, c'est extrêmement grave ce que vous dites que nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Non, non, parce que sur le plan de la Constitution, nous ne sommes pas en guerre. Parce que la guerre, il faut la déclarer. Non, non. Est-ce nous sommes en guerre selon la Constitution? Nous sommes dans une guerre. Vous voyez de quelle guerre vous parlez? Non, mais nous sommes en guerre. Qu'est-ce que c'est une guerre? Une guerre, ce n'est pas défini en fonction de la Constitution seulement. Une guerre, il y a une guerre de fait. Là, il y a des éléments constitutifs d'une guerre. D'abord, qu'est-ce qu'il y a une guerre? Il y a l'utilisation des armes. Et c'est quoi l'agression? Non, non, l'utilisation des armes. C'est quoi l'agression? L'agression armée, c'est quoi l'agression et la guerre? Pardon? C'est quoi l'agression? Non, je dis ici, il y a des éléments constitutifs d'une guerre, des éléments pour dire qu'il y a une guerre. La guerre, on la déclare. Et l'agression, quelle est la différence entre la guerre et l'agression? Non, l'agression, ce n'est pas une guerre. On peut vous agresser avec les armes. On peut vous agresser avec les armes. Cela ne veut pas dire qu'on vous fait la guerre. Non, non, non. C'est-à-dire, quand il y a la guerre, parce que la guerre, on peut la définir plusieurs façons.
la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens violents. Quand Nanga, il fait la guerre, c'est par des objectifs politiques. C'est pourquoi j'ai dit la guerre, c'est une continuation avec des moyens violents. Ma question, est-ce que la RDC est en guerre? Vous dites oui. Oui, mais nous sommes vous dites oui. Sur quelle base juridique que nous sommes en guerre? Non, des bases juridiques. Des bases juridiques parce qu'il y a d'abord, il y a perte de vies humaines. Deux, Nathan, j'arrive. Ok. Parce que je comprends ce que vous voulez me demander. C'est-à-dire pourquoi est-ce que le président de la République a déclaré officiellement la guerre contre les Rwandais, c'est ce que tu veux me dire en fait. Non, il n'a pas déclaré la guerre parce que vous dites que nous sommes en guerre. Est-ce qu'il y a une déclaration de guerre? Non. Pourquoi vous confirmez que nous sommes en guerre? Comme un professeur, il y a vos étudiants, il y a les étudiants qui sont en train de vous suivre. Mais tout à fait, vous dites qu'est-ce que l'élément juridique qui complète déclarer que c'est une guerre. C'est pourquoi je vous ai dit, quels sont les éléments qui constituent la présence d'une guerre? Ok. Je vous ai dit ça. Un, il y a l'utilisation des armes par rapport à deux pays. Il y a les rapports des Nations Unies qui démontrent clairement que les unités spéciales rwandaises ont agressé, ont traversé notre frontière pour venir tuer. Il y a des pertes de vies humaines. Il y a les dégâts économiques. Et pourquoi nous faisons des déclarations, pourquoi nous faisons des négociations de gauche à droite? Et vous-même, vous avez dit ici que les gens sont en train de mourir à l'Est alors que les prisons ne font rien. Les gens sont en train de mourir à Bukavu et les prisons ne font rien. Après, vous me demandez, non, il n'y a pas une guerre. Professeur, et je vous ai dit, non, s'il vous plaît, professeur, j'aimerais que nous puissions rester sur des bases légales. Oui. Le Congo est agressé, oui. Qu'il y a la présence d'une armée étrangère ici, oui. Oui. Mais l'État congolais n'a pas encore déclaré une guerre de manière officielle. Non, mais donc, ce qui veut dire, pour un étudiant, pas une guerre. Pour un étudiant qui est en train de vous suivre, si on lui pose la question, est-ce que la RDC est en guerre? Il dira non, parce qu'il n'y a pas une déclaration sur le plan de droit, sur le plan constitutionnel de la guerre. Est-ce que la RDC est agressée? Oui. Non, l'agression, ça peut aussi être agressé avec des armes. On peut être agressé avec des armes. Oui, on peut vous agresser avec les armes. Moi, je dis ceci, pour être dans votre logique. Non, pas dans ma logique, dans la logique constitutionnelle. Dans la logique légale. Moi, je suis légaliste. Non. En fait, c'est ce qu'on disait au président de la République. Même moi, j'étais à un moment donné prêt à dire au président de la République qu'il faut déclarer la guerre. Pour déclarer la guerre, il y a un processus à suivre. Il faut réunir les deux chambres. Il faut que les chambres soient d'accord pour qu'il déclare la guerre, lui donner l'autorisation de déclarer la guerre. Mais ici, il y a aussi une guerre de fait. Ça, c'est ce que vous me demandez, s'il fallait que non, le président, comme il a dit, à un moment donné, je vais demander aux deux chambres de se réunir pour au moins déclarer la guerre ouvertement, vis-à-vis, par exemple, du Rwanda ou vis-à-vis des pays étrangers. Mais ici, il y a une guerre de fait, parce qu'il y a utilisation des armes, et deux, il y a aussi des dégâts économiques dévastés par l'utilisation des armes. Vous me demandez, que les étudiants me suivent, est-ce qu'il y a une guerre? Effectivement, nous parlons de la guerre à l'Est parce qu'il y a perte de vies humaines et puis il y a agression avec des armes. Il y a aussi agression avec des discussions économiques. Moi, je ne sais pas ce que vous voulez me dire. Quelle est l'infraction de ces Congolais qui se sont réunis à Nairobi pour parler du Congo et sauver les Congos? Parce que ce sont des opposants. Ici, ils ne se sentent pas à l'aise parce que les conditions ne sont pas réunies. Non. Pourquoi vous pensez que c'est un camp d'ennemis? C'est les antipatries. Prenons si même aujourd'hui. Ils sont là. Vos anciens amis. Aujourd'hui, je prends comme un exemple, je fais la comparaison. Ok. La France est révolutionnaire quand il a été malmené par la monarchie, menacée de gauche à droite. Il a appelé à la mobilisation. Il a demandé que maintenant, il y a notre souveraineté qui est engagée, il y a la patrie qui est en danger. Il a demandé, avec la loi Jourdan, que tout Français a le droit de défendre la patrie.
comme conséquence, il a fait la levée des masses. La levée des masses, ça dit que la mobilisation totale de tous les Français autour du chef pour faire pression à l'ennemi. Aujourd'hui, même si tu veux dire que le chef de l'État n'a pas déclaré la guerre, est-ce que de fait, vous ne voyez pas que notre territoire est occupé par les étrangers? Est-ce que vous ne voyez pas que notre population est tuée par les étrangers? Est-ce que vous ne voyez pas que la patrie, c'est-à-dire quand on parle de la balkanisation ou la souveraineté d'un État, je crois que vous ne voyez que cette souveraineté est engagée. Est-ce que le droit, est-ce que le pouvoir public n'a pas le droit de défendre cette patrie et la patrie? Et raison pour vous dire que nous condamnons ces gens, pour répondre à votre question, nous condamnons ces gens parce que les circonstances dans lesquelles le pays se trouve actuellement demandent une immobilisation, demandent des efforts collectifs, demandent qu'on regarde dans la même direction, demandent qu'il ne faut pas que des gens qui déstabilisent la population, qui font des propagandes contraires contre l'État et qui touchent à la sûreté de l'État. C'est dans ce sens que nous les condamnons. Non, on ne les demande pas de changer de convictions politiques. On ne les demande pas de changer de convictions politiques. Mais on demande à ces gens que, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des Congolais qui vont aller se réunir ailleurs et parler contre les institutions du pays. Et on doit contrôler ce qu'ils disent pour éviter et pour protéger la sécurité nationale. Professeur, j'ai l'impression que vous voulez une chose et son contraire. Non, s'il vous plaît. Parce que le chef de l'État... Non, s'il vous plaît, vous m'avez demandé une question très importante. Vous dites pourquoi nous les condamnons. Oui. Nous les condamnons parce qu'ils sont en train de faire la diversion, parfois le double jeu, alors que nous devons mettre la souveraineté supérieure aux ambitions politiques. C'est ce que vous pensez d'eux. C'est ce que vous, le régime, vous pensez d'eux. Non. Eux pensent, leur manière de faire, c'est pour sauver les Congos parce que les dialogues que eux demandent, Tshisekedi ne veut pas le format de ces dialogues. Tshisekedi veut un dialogue selon lui. Alors sur ce, parce que le pays est en train de s'enflammer, est en train de sombrer, voilà pourquoi eux veulent sauver le Congo avec l'appui des Congolais qui comprennent que le pays est en train de sombrer avec Tshisekedi. Pourquoi vous ne voulez pas qu'eux se réunissent, qu'ils aient des propositions contre les propositions de Tshisekedi? Nous ne sommes pas dans un pays, Tshisekedi va tout décider seul. Vous voyez ce que moi je dis? Non, c'est ce qu'ils disent, parce que l'opposition a aussi, selon la Constitution, le pouvoir de proposer. Non, mais quand vous savez l'article 63 de la Constitution dit quoi? Tout Congolais a le devoir et le droit de se battre par rapport à l'ennemi qui voudrait mettre la patrie à danger. L'article 63, moi je ne suis pas un juriste, mais je suis politique. Dans l'article 63, je crois que je ne me trompe pas, je sais comme deuxième chose, dans le préambule de la Constitution. 63 ou je crois que c'est 63. 63. Bon, je crois que si je ne me trompe pas, c'est 63. Je vais lire l'article 63. Voilà, 63. Okay. Deuxième chose, dans le préambule de la Constitution, si je ne me trompe pas, dans le préambule de la Constitution, on dit que jamais, on ne peut pas accepter des dirigeants politiques qui doivent prendre des armes pour accéder au pouvoir. Je crois que c'est dans la Constitution dans laquelle, les 2006 qu'ils ont été... L'article 63 de la Constitution, tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai tort? Honnêtement, scientifiquement, est-ce que par rapport à ce qu'ils font, est-ce que c'est conforme à l'article 63? Est-ce que c'est conforme à l'article 63? Est-ce qu'on conforme au préambule qui dit qu'eux ne peuvent pas chercher le pouvoir par les armes? On a dit jamais. Comment on ne peut pas, même sur le plan constitutionnel, même sur le plan patriotique, de la souveraineté, de la patrie est en danger. Quand Laurent Désiré Kabila disait que nous devons sauver notre patrie, en prenant les armes, tous les matériels, même traditionnels, pour se battre, pour sauver cet espace. C'était un devoir moral et national pour tout Congolais au moment où nous sommes. On ne dit pas qu'ils changent de convictions. On ne dit pas que non, il y a un espace.
est-ce que si nous perdons la nation congolaise aujourd'hui, ou est-ce qu'aujourd'hui, si la patrie est en danger, quand est-ce qu'on va parler de la démocratie? Donc, il faut mettre d'abord la patrie supérieure à la démocratie. Parce que sans nation, on ne peut pas parler de la démocratie. On ne dit pas, si c'était, il n'y avait pas, même quand je te donne les raisons, même s'il n'y a pas agression. Mais au moment où on sait très bien que nous sommes confrontés à une agression, à une guerre à l'Est, qu'est-ce que les gens devaient faire à principe, s'ils sont de bons citoyens, s'ils sont des patriotes? Par rapport aussi à 63, par rapport aussi au préambule de la Constitution. C'est dans ce sens-là que le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur a dit que non, ces gens par rapport à la Constitution, par rapport aux droits, aux devoirs de tout Congolais, de tout civil, raison pour laquelle même les Vanzalindo, ce sont des patriotes congolais. Vous ouvrez une boîte à Pandore? Non, oui, vous ouvrez une boîte à Pandore avant de parler de Ouazalindo. Comment ça? Mais j'aimerais que nous puissions retourner parce que vous semblez féliciter les ministres, les VPM de l'Intérieur, avoir suspendu leur parti politique. Est-ce que quand Tshisekedi avait appelé l'opposition à Genval, Joseph Kabila avait également suspendu le parti de ceux qui étaient là? Mais donc Kabila, Kabila fils, c'est un démocrate puisque tu sais qu'il alors. Mais on dirait que je parle dans le désert. Est-ce que nous avons les mêmes circonstances? Parce actuellement, vous condamnez le président que non, Goma est tombé. Je ne condamne pas, je pose les questions. Oui, bon, vous voulez dire mes questions que les opposants posent. Que non, le président, le Goma est tombé, la partie est prise, Bounangane n'est pas là, tout ça. Mais comment lui peut faire au moment, ce n'est pas la même chose que dans l'époque de Kabila où tu dis que non, est-ce qu'il a fermé les partis politiques? Si nous étions dans une situation normale et qu'aujourd'hui, tu sais qu'il se lève le matin, il dit non, moi je n'aime pas la déclaration de tel parti politique, je n'aime pas tel... Il faut fermer. Mais ici, on ferme pour des mesures préventives parce que la patrie est en danger. N'importe quel pays peut prendre des mesures préventives pour essayer d'examiner les va-et-vient. Quels sont ils font là-bas, les comportements, qui va donner les raisons au président de la République si, par hasard, je dis par hasard, ces gens, ils se complotent et après, il y a une situation qui se passe au pays. On va dire, mais où était la sécurité de l'État? Vous faites regretter les Congolais Joseph Kabila Kabange. Pardon? Vous faites regretter les Congolais Joseph Kabila Kabange. C'est-à-dire quoi? Donc les Congolais ont raison de regretter Kabila. Pourquoi? Pourquoi? Parce que sous Kabila fils, Etienne Tshisekedi était au Rwanda. Etienne Tshisekedi était à Goma. Mouba qui avait fait autant d'années au Rwanda. Est-ce que Kabila fils avait fermé l'UDPS parce que Mouba qui était au Rwanda, à l'époque, rappelez-vous, le M23 faisait rage. Les Kundabatore, tous ces gens-là. Mais pourquoi Kabila n'avait pas fermé l'UDPS? Non, vous savez, bon, je ne peux pas... Ce n'est pas toutes les choses qu'on ne peut pas dire à la télé. Non, mais parce que vous faites l'analyse comparative. Vous dites que Genval, ce n'était pas la même situation. Quand vous dites... Je vous ai fait retourner avant même Genval. C'était pire. Non, j'ai dit... Qu'est-ce qui était pire? Qu'est-ce qui était pire? Quelle est la patrie qui était en danger? Mais le Kundabatore, le M23 n'a pas commencé aujourd'hui. L'RCD n'a pas commencé aujourd'hui. Il y avait autant de groupes rebelles. Non, mais j'ai dit... Qui faisaient leur loi au Congo. Non, pour dire que bon... Avant même Saint-City aussi. On ne peut pas dire... Les Kundabatore, les gens là, c'était sous quel régime? Mais j'ai dit, sous régime Kabila. Kabila a pris le pouvoir en 2021. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu donc les M23 étaient vaincus, non? Ou les RCD. Pourquoi Kabila n'avait pas fermé des partis politiques? politiques? Je l'ai dit. Mais pourquoi Kabila a brûlé des partis politiques? Je ne veux pas, certaines choses, je ne veux pas dire à la télé. Il y a eu des comment on a vu, des morts à l'UDPS? Des gens calcinés à l'UDPS? Non, j'ai dit que ce sont des partis, des sièges des partis politiques qui ont été brûlés avec des gens vifs là-bas. On ne peut pas revenir sur ça, mais je vous dis tout simplement qu'on ne peut pas actuellement, dans la condition où nous sommes frottés à une guerre, à une agression où les gens, autant de millions de Congolais sont tués à l'Est, et on accepte qu'il y ait des acteurs politiques qui vont aller se réunir ailleurs, qui quittent le pays, ils vont dans l'autre pays pour discuter, et surtout,
et surtout, moi je n'ai pas parlé des gens, ils sont réunis par des acteurs qui sont dans les mêmes objectifs que le M23. Si c'était qui étaient peut-être d'autres acteurs qui avaient d'autres options avec nous, par exemple qui étaient dans l'opposition non armée, qui se réunissaient ailleurs, mais ils sont réunis avec les gens qui sont avec le M23 dans les mêmes objectifs. Ce n'est pas possible. Donc pour vous, c'est inacceptable. Non. Donc c'est sur le plan sécuritaire et sur le plan moral et sur le plan des situations de guerre quand la patrie est en danger. Quel est ces dirigeants qui peuvent accepter aujourd'hui, accepter que les gens vont ailleurs pour comploter alors que parler du pays, alors que les gens... Donc pour vous, il faut les arrêter. Je ne dis pas les arrêter, mais les interpeller et savoir un peu plus. Merci. Ce sont des mesures préventives. Merci. Et moi, jusqu'à présent, vous savez, moi, j'ai dirigé, comme j'étais le secrétaire général du parti des Mouzé Laurent. Vous savez que, je ne sais pas si Mouzé est encore vivant, qu'il trouverait des gens qui sont aujourd'hui à l'Est pour favoriser la balkanisation. Lumumba l'a dit, Mouzé l'a dit, ils sont tués pour ça, et qu'aujourd'hui, les gens qui disaient supposer être avec Laurent Désiré Kabila, aller à l'Est pour favoriser la balkanisation, c'est choquant. Merci. Et deuxième chose, et si, je ne sais pas jusqu'à présent, quels sont ces conseillers qui ont demandé à notre fils, le président, avec toutes les considérations, Joseph Kabila, d'aller sortir politiquement seulement à Goma. Et des deux, d'aller déclarer que nous avons les mêmes objectifs que l'homme 23. C'est inconcevable. Je ne comprends pas jusqu'à présent alors que... Et cette photo vous gêne? Quelle photo là? Regardez la photo ici. Je ne vois pas très bien qui sont là-bas. Ici je vois Joseph Kabila, Nanga, Bissimwa et Moïse Nyarugabo à Goma. Et ces gens, ils se disent des patriotes. Oui. Ils se disent des patriotes. Pourquoi être patriotes? Oui. Ils veulent sauver le Congo. Sauver le Congo, ça dit qu'il faut prendre des armes, il faut compléter pour au moins faire les coups d'État, il faut compléter pour au moins... Dans cette photo, vous gêne quand vous voyez Kabila avec Nanga, avec... Mais ça doit me gêner parce que c'est ce que je voulais dire. Le président, on aura un sénateur à vie. Mais il semblerait qu'il devait suivre l'idéologie de Mouzé. Mais Mouzé, là où il regarde avec mépris. Il peut regarder avec mépris la photo ici. Avec mépris, douleur. Dans Laurent Désiré Kabila. Mais oui, il faut regarder. Là où il est dans sa tombe, il est en train de tourner quand il voit Kabila. Il va avec mépris. Okay. Comment il peut comprendre au moment donné aller faire alliance pour l'instant, au moment où les gens, la patrie qu'il a toujours dit, la nationalité congolaise, il a été tué pour ça, Mouzé. Et aujourd'hui, on voit les gens qui se disent des partisans, des Lumumba se disons, aller consolider la balkanisation. C'est incroyable et c'est choquant. Alors, sur le plan idéologique. Ne soyez pas encore choqués parce que je veux vous choquer au nom de la patrie, parce que Jean-Marie Kassamba nous avait choqués sur ces plateaux. Il a dit quoi? Certains internautes sont énervés, les autres le comprennent, les autres l'encouragent. Quand Jean-Marie Kassamba dit que vous qui êtes auprès du chef de l'État, des stratèges, des professeurs qui sont dans l'Union sacrée, vous n'aidez pas le chef de l'État. Les Ouazalendo constituent un danger pour la République et aussi le chef de l'État risque d'avoir des problèmes après son mandat pour avoir donné les armes aux Ouazalendo qui sont des civils. C'est une violation de la Constitution. Il a même évoqué l'article 64 de la Constitution. Vous avez travaillé avec Mouzé. Vous étiez le secrétaire général de son parti politique. Est-ce Jean-Marie Kassamba a raison? Non. Bon, Jean-Marie Kassamba, c'est un journaliste que je considère beaucoup. On se connaît très bien. Il était en France comme moi. Et nous sommes dans une association des Congolais de l'étranger. Nous sommes ici, on a quitté la France. J'ai beaucoup de respect vis-à-vis de lui. Et puis, c'est un jeune frère qui me respectait beaucoup. Mais je crois que là-bas, s'il a déclaré, je n'ai pas suivi très bien ça. Mais je ne crois pas sur base de quoi? La première chose, dans
Dans la Constitution, l'article 63, là, est-ce qu'on parle seulement des militaires? Il y a des alinéas. Est-ce qu'on parle seulement des militaires qui doivent défendre la patrie? On ne parle seulement des militaires. On parle des civils, on parle de tout Congolais, n'est-ce pas? Il y a l'article 64 et 63 que je lise. Quel article? Vous parlez de quel article? 63, là où nous venez de lire. 63. Tout Congolais voilà, a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Ok. Est-ce que les Wazandali, ce sont des militaires ou sont des Congolais? Congolais. Ce sont des Congolais. Est-ce qu'ils n'ont pas droit conformément à l'article 63? Parce que maintenant, le pays est agressé. Apparemment, oui. Pas apparemment, vous aussi, il ne faut pas être un peu comme vous n'êtes pas un opposant. Je suis pas un constitutionnaliste non, pour interpréter la Constitution. Moi, je suis pas ici, j'ai lu. Moi, je ne suis pas constitutionnaliste. Mais je ne peux pas interpréter. Non, J'ai dit, non. Selon il y a des choses qui se voient logiquement. On dit tout Congolais. Dans tout Congolais, on peut avoir des militaires, on peut avoir des civils. N'est-ce pas? C'est la logique. Ce n'est pas, moi, je ne suis pas constitutionnaliste, moi, je ne suis pas juriste. Moi, je ne suis pas juriste. Mais toi, tu n'es pas juriste, mais nous, ce qu'il y a, on peut dire des contenus intellectuellement. Alors, deuxième chose, Wazalendo, ce sont des patriotes qui défendent la patrie, qui défendent leur terre, qui ont une légitimité populaire pour défendre la patrie. Bon, ça je peux être honnêtement, scientifiquement, dire effectivement, un encadrement légal ou un encadrement légal, ça peut donner quand même un peu plus de consolidation à leurs actions, mais ils ont le devoir national et moral de défendre les intérêts de leur patrie. Parce que je crois que, je ne sais pas sur quelle base, on peut parler, il y a la légitimité, on se trouve devant la légitimité, et puis parfois l'encadrement peut-être légal, mais il faut savoir que les Wazalendo sont encadrés et sont des alliés des forces armées. Mais c'est ce que Jean-Marie Kassamba dit. Oui. Ça devient un peu compliqué parce que même dans les communiqués officiels, on dit FARDC et Wazalendo. Oui. Parce que deuxième alinéa de l'article 63 que vous venez de nous donner, on a bien dit ceci. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Mais Est-ce qu'il y a une loi? Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit, je suis honnête. J'ai dit, il y a un devoir moral et national de la légitimité parce que le pays, la patrie est en danger, conformément à l'article 103. Les Wazalendo, de ce côté-là, ils ont raison totale de défendre leur patrie, la patrie, les Wazalendo. Et ils sont encadrés, effectivement, par RDC, c'est-à-dire c'est comme les alliés de RDC. Là, il y a droit. Mais rien n'empêche qu'avec le temps, que cela soit institutionnalisé, que cela soit encadré par une loi ou un encadrement légal. Vous voyez ça? Donc, pour l'instant, il y a deux niveaux. Les niveaux Wazalendo, on ne peut pas arrêter les présidents de la République parce que les Wazalendo ont tenté de défendre les patries, parce que c'est constitutionnel. Et vous avez lu. Deuxième, comme on dit, mais est-ce qu'aujourd'hui, comme la FARDC s'est institutionnalisée, ils sont des alliés ou des gens qui sont encadrés par l'ADC, la discipline. Et troisième chose, ici, il faut comprendre que les Wazalendo ne sont pas des milices qui sont en train de faire des tueries, on l'appelle comme ça, l'exaction des civils. Au contraire, ce sont eux qui sauvent les civils. Ce sont eux qui sauvent la République. Ils sont très, très avancés et dans toutes les nations possibles, je crois que ces Wazalendo sont dans leur légitime populaire de défendre leur terre. Qui peut refuser un Américain? D'ailleurs, même en Suisse, vous allez voir que ce sont des paysans qui sont aussi des policiers, des civils qui sont aussi des policiers pour défendre la terre. En France, je vous ai dit, quand on dit que non, tout garçon de 20 ans à 18 ans à 25 ans doit faire le service militaire encadré par la loi, et on dit que tout Français doit défendre la patrie. Dans ce que les Wazalendo font, ils ne sont pas hors la Constitution, encore hors la loi,
ils sont dans l'esprit de la loi pour défendre leur patrie. Donc, Jean-Marie Kassamba doit comprendre que Tshisekedi ne risque rien, même après son mandat. Non, il ne risque rien. Et je suis peut-être prochainement, mon jeune frère Jean-Marie Kassamba, que je respecte beaucoup parce qu'il me respecte beaucoup, et nous avons notre réunion de l'association des Congolais de l'étranger, doit que, un jour aussi, serait ici, on peut faire un débat. Merci. Un débat. On lui lance l'invitation pour un échange patriotique. Je pense que le pouvoir à des niveaux, il ne doit pas calculer d'un coup qu'on peut arrêter le président de la République parce qu'il est Wazandalino hors la loi, alors que la Constitution, on ne dit pas seulement que le président peut avoir des problèmes après son mandat. Non, je ne crois pas. Bon, je ne crois pas. Peut-être, moi, vous m'avez demandé la question, j'ai dit non. Je vous ai donné des raisons constitutionnelles. Parfois, j'ai dit, aujourd'hui, ils sont alignés avec un organe qui est aussi institutionnalisé. Merci. Qui est les forces de la Merci. Je chute avec cette question. Oui. Professeur Omeonga, vous êtes expert au ministère des Droits Humains. Vous habitez aussi en France, mais vous enseignez ici à Kinshasa. Une question directe. J'ai suivi M. Zemmour, l'ancien candidat à l'élection présidentielle en France. Il a critiqué sévèrement le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en disant la France n'a pas la solution à donner à la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi voyage beaucoup, il peut canaliser ses moyens pour aider son pays. Trouvez-vous cette déclaration aberrante? Oui, aberrant. Ça n'a pas de sens. Bon, ce qui est important, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'est comme dans la même logique où les gens qui critiquent le président, qu'ils voyagent beaucoup sur le plan diplomatique, alors qu'il n'y a pas de... Ils ont raison ou pas? Ils n'ont pas raison. Parce que la diplomatie, quels sont les... Un État en guerre, quelles sont les exigences diplomatiques de cet État-là? 1. Il faut bouger, la mobilité, pour expliquer. 2. Ça demande des moyens. Pour aller expliquer, ça demande des moyens. 3. Il faut organiser l'administration, l'infrastructure, la logistique. Donc, toute diplomatie, pas seulement en RDC, demande des moyens conséquents. Ce qui est important est que on demande au président de la République de faire une diplomatie de défense. Ça, c'est moi, le professeur Omeonga, qui ajoute quelque chose de plus. Faire une diplomatie de défense, c'est-à-dire que tout en respectant la coopération militaire, tout en respectant l'expertise, c'est en respectant l'achat des armes sophistiquées ou les armes de technologie de pointe. C'est ça la diplomatie de défense. Vous voyez ça? Donc, il faut que tous ces déplacements, comme on a vu qu'il y a beaucoup d'avancées, qu'on voit que toute diplomatie, il faut que la population bénéficie. Et deuxième chose pour dire que le monsieur, les Français là, peut-être sont des gens, moi je ne connais pas exactement sa spécialité, mais quand même c'est un acteur politique français, dire que effectivement, il peut avoir raison dans le sens de dire que la République démocratique du Congo doit s'organiser parce que toute défense d'un État commence par sa responsabilité. C'est-à-dire quoi? Quand la légitime défense, il faut qu'on s'organise pour répondre à notre appel. Un État léviathan. Non, ça dit qu'il y a un État qui doit s'organiser. La première responsabilité de la sécurité, c'est l'État lui-même. C'est ce que j'ai dit. Oui. Un État qui a la puissance. Oui, un État qui a la puissance. C'est pourquoi il n'a pas... Est-ce que c'est le cas de la RDC? Parce que le chef avait dit, nous avons une armée structurée. Pourquoi on n'impose pas la France? Il faut comprendre. Je peux comprendre le président de la République, c'est pourquoi je vous ai dit. Moi, j'ai travaillé beaucoup longtemps dans les services avec musée. Moi, j'étais dans les commissions militaires mixtes. Nous avons installé la MONUC ici. Nous avons qui donné l'autorisation de voir de gauche à droite. Après, quand je suis arrivé, on m'a dit non, il faut travailler dans la DEMIAP. Le président de la République a un problème parce qu'il a trouvé une armée, mais une armée infiltrée. Ça, je vais vous dire. J'ai pitié de lui. Parce qu'il y a une armée infiltrée. Le travail qu'il est en train de faire, c'est un travail important de nettoyer les graines qui sont pourries,
qui ont été depuis longtemps, qui travaillaient sur base d'un individu. Il faut bâtir une armée républicaine. Aujourd'hui, il peut partir que cette armée soit comme un instrument de défense d'un pays, de la RDC. C'est-à-dire qu'il ne faut pas bâtir une armée pour des individus où les gens aujourd'hui regardent. Il y a des gens qui, moi personnellement, nous sommes des humanistes, des républicains. Nous défendons la République. Les gens parlent de transhumance, non. Parce que Mouzé, aujourd'hui, il n'est plus là. Mais comme le président Tshisekedi, il a des fondamentaux de Mouzé qu'il utilise et les services nationaux. Enfin, les services nationaux. Avec le lieutenant général Kasongo Kabouik. Ça vous fait quoi quand vous voyez que Félix Tshisekedi a ressuscité quand même ces services nationaux aujourd'hui qui fait la fierté de Mouzé? Vous étiez l'ancien secrétaire général du parti de Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, les services nationaux à la marche. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis dans l'union sacrée sur base de ces principes-là. Non seulement les services nationaux, mais aujourd'hui, quel est un dirigeant politique qui a téléminé rwandais par rapport à la souveraineté, par rapport à la patrie? C'est Tshisekedi. Beaucoup de gens faisaient de l'hypocrisie, ils se disaient oui, nous sommes tranquilles, alors que les pays étaient en train de partir. Mais aujourd'hui, il est seul dirigeant par rapport aux gens que vous m'avez montrés ici. Qui est ce dirigeant qui aujourd'hui fait face et parle clairement que nous ne voulons pas ça? Le Rwanda nous a fait ça, et on ne peut pas. Quand il dit de bâtir une paix durable, la paix durable, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des accords d'hypocrisie. Dire que non, je vous donne l'argent, je vous donne le pouvoir, vous restez ici, mais entre-temps, laissez-moi tranquille. Non, il faut faire une paix qui va rester, même s'il partait aujourd'hui, et que le RDC est toujours puissant et qui peut se défendre. Plutôt que de faire des accords. Alors, vous avez conçu le service national avec Mouzé. C'était quoi l'objectif du service national? C'était quoi l'avantage d'un service national Mouzé en arrivant. Comme ancien secrétaire de son parti politique. Oui, mais malheureusement, qui a été victime du régime passé parce qu'en étant secrétaire général, aucun membre du PRP du pays, aucun membre n'a été promis, même un directeur, même un DG. Oui, il n'y a rien. Le parti de Mouzé, il n'y avait aucun membre. 18 ans, témoin là, Kambere est là. Je peux lui demander que le professeur Omenga a dit ça. Quel est un acteur politique de PRP qui a été promis à l'époque de l'ancien régime? Personne. Même sa vision, la vision de Laurent Désiré était par terre. Non, la vision, nous on avait cette vision. Moi j'ai mené la campagne de PRP avec des documents sur la vision des musées qui étaient différents du PRP-PRD. Alors, ici qu'est-ce que Mouzé voulait avec le service national? Le service que Félix Tshisekedi a ressuscité avec le lieutenant général Kasongo Kabouik. Mouzé, en arrivant ici, un grand stratège militaire révolutionnaire, a trouvé que, un visionnaire, il dit, comme nous sommes dans un grand pays, plein des ressources, nous serons convoités. Les gens vont nous en vouloir. Alors préparons déjà des stratégies de défense et stratégies offensives. C'est-à-dire quoi? En créant le service national, c'était d'abord la cohésion des jeunes gens. Parce que quand on envoie les gens là-bas, ça forme une famille, une unité. Et de là, on sort bilingue ou trilingue. On connaît les Chiluba, on connaît les Swahili, on connaît les Kikongo, l'histoire comme ça. Et des deux, c'est-à-dire ça permet aujourd'hui, vous savez, nous pouvons mener une longue, parce qu'il parlait de longue, donc une guerre populaire. Aujourd'hui, nous pouvons, avec le service national, on peut faire 20 ans une guerre, on ne peut pas manquer à manger, on ne peut pas manquer la farine. Donc les gens vont faire du pain, les autres vont faire des maniocs, les autres vont faire telle chose, et nos militaires ne peuvent pas dépendre de l'étranger quand nous avons une guerre. C'était le deuxième élément. Le troisième élément, c'est qu'ils voulaient aussi que ces produits soient remplis dans des cantines populaires qui devaient aider les gens qui n'ont pas de moyens, parce que lui, c'est le peuple. Les pouvoirs devaient venir du peuple. C'est pour le peuple, notre cité de devise que non, les pouvoirs, c'est le peuple. Les pouvoirs, donc le peuple est les canalisations du pouvoir. Donc, il ne fallait pas oublier
ces peuples-là. Et c'est pourquoi il dit, avec les produits ici, on peut faire des cantines populaires dans des zones les plus reculées où les gens pouvaient acheter à un prix dérisoire. Le cas aujourd'hui, en Mbuji-Mayi, le maïs, c'était... Voilà. Les sacs, c'était à 94 000, mais sous Tshisekedi, avec les services nationaux, c'est à 50 000. Voilà. Ici, dans les camps, c'est à 18 000 francs. Et ça, Mouzi Oussa voulait aussi avec ça, dans des communes, dans des universités, que ces gens, les étudiants, aient leurs cantines qui peuvent acheter avec le moyen qu'ils avaient. Et ça formait une cohésion. Ça formait une cohésion. Alors, professeur Omeonga, ça formait une cohésion. j'ai appris qu'avec le lieutenant général Kasongo Kabouy, commandant du service national, on est en train de monter une usine ici pour coudre les tenues militaires, les objets militaires, ici en Tiélé. On est en train de faire ça. Les services nationaux aujourd'hui, dans des bancs, dans les universités, on a pris des bâtisseurs, les anciens Koulouna. Est-ce que ça vous fait la joie, vous les muséistes, aujourd'hui? Nous, à notre... Ah bon, j'ai dit, avec le musée, il n'y avait pas de Koulouna, en fait. Mais aujourd'hui, avec les Koulouna, mais quand même, on les a récupérés. Non, ils sont devenus des bâtisseurs. Il n'y avait pas de Koulouna, mais maintenant, c'était une bonne idée de reprendre les gens qui sont dans des situations difficiles et les mettre au service de la nation. Vous voyez, les gens de Koulouna sont devenus des menuisiers, des bâtisseurs. Ils sont devenus des mécaniciens. Et le général Kasongo, il est en train de faire des œuvres sociales, il s'occupe de l'éducation. Sous l'instruction du chef de l'État. Voilà, oui, effectivement, il s'occupe de l'éducation. Ça, c'est l'usine de détenus. Voilà les idées. Voilà les idées que Mouzé avait, comme vous m'avez demandé. Et malheureusement, nous étions très gênés dans le régime passé parce que ces initiatives fondamentales idéologiques de Mouzé ont été remplacées par Mukangalozo. C'était remplacé par Mukangalozo. C'est vraiment regrettable. Donc vous regrettez à l'époque quand vous voyez que les idées, la vision de Mouzé, sous son fils, c'était par terre. C'était par terre. Moi, je dis même, je ne sais pas, tous les gens, les mousistes, même moi je demandais aux gens, il y a beaucoup de gens, de mousistes qui travaillent avec nous. Donc vous, les mousistes, aujourd'hui, vous êtes content de Tshisekedi, du président Tshisekedi pour avoir ressuscité encore le service national. Je vois autour du président actuel beaucoup de mousistes. Beaucoup de mousistes. Ah, c'est vrai ça? Ils sont là, ce sont des ministres. Je vois déjà. Mais sous Kabila, il n'y avait pas de mouséistes ministres. Non. Mais sous Tshisekedi, quand même, il est entouré de mouséistes. Oui, je vois déjà. Bon, je ne vais pas citer les noms, des gouverneurs qui sont devenus ministres, des cadres politico-militaires qui sont devenus des ministres, qui sont devenus des piliers importants de le régime ici. Merci. Mais pour vous dire tout simplement que nous avons regretté et nous sommes très contents que les idées fondamentales et idéologiques des musées sont reprises par le président actuel. Et ça fait la cohésion. Et cette cohésion, ce n'est pas seulement avec les dialogues qu'on peut faire la cohésion. On peut faire la cohésion avec des actions sociales. Avec les services nationaux, les actions du service national. Les actions, on peut faire. Ce n'est pas, je ne vois pas parce que Nanga vient ici courir la cohésion. Merci. Merci, j'ai dit également un grand merci au chef de l'État et au lieutenant général Kasongo Kabouy. Il y a des musées qui sont très contents de lui. Donc, vous les muséistes, vous lui envoyez un message pour dire que le musée est très content de lui. Là où il regarde avec vraiment beaucoup de joie. Il regarde le lieutenant général Kasongo Kabouy avec... Parce que c'est l'œuvre principale des musées qui a été abandonnée par l'État de Mukangalozo qui... Vraiment, c'est regrettable. Merci professeur Omeonga. Regardez la caméra. Que les gens retiennent quoi de votre prestation d'aujourd'hui? Pardon? Que les gens retiennent quoi de votre prestation d'aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à l'émission, la première chose que je demande, qu'il y ait la mobilisation de tout le monde autour du chef de l'État pour défendre la patrie. Nous ne disons pas que le parti politique qu'ils disparaissent, nous ne disions pas qu'ils changent de convictions politiques. Mais dans toutes circonstances où l'État est agressé, la patrie est en danger, la souveraineté est engagée, on a toujours demandé la mobilisation, un sursaut collectif de tout le Congolais. Alors aujourd'hui, on ne peut pas être distrait, on ne peut pas collaborer avec des gens qui peuvent déstabiliser, désorganiser la mobilisation.
Donc je pense que le président de la République, sur le plan diplomatique, il y a beaucoup d'avancées, mais tout n'est pas encore fait. Et nous pensons que, comme il a dit, nous voulons avoir une paix durable et qu'il est en train de faire des efforts pour que la guerre ne soit pas planifiée où il y a du tue, mais il faut que, même s'il n'est plus là, que le Congolais, nos enfants, nos petits-enfants vivent en paix, pour, on dit, une paix durable. Merci. Et j'espère que comme je vous ai dit, tous les mosaïques, c'est les gens qui aiment la patrie et le mobile, ce sont derrière le président de la République pour lui apporter un soutien total. Merci. Pour lui encourager à aller de l'avant. Merci. Et que la balkanisation ne soit pas faite. Merci, professeur Omeonga Onakundu. Jean, je précise que vous êtes professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa, département de Relations internationales, directeur du Centre des recherches géopolitiques et géostratégie et développement durable, membre de l'Union sacrée, expert au ministère des droits humains. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Delphin, que ce ne soit pas la dernière fois. Je crois que de toute façon, on a le temps encore de discuter sur des nouveaux sujets où on va voir quelle est l'évolution de la chose a pris autre dimension. Merci, c'était quand même très chaud, mais c'était important que nous puissions en parler. Il faut différencier Delphin quand il reçoit les invités et quand Delphin est invité. Merci à vous. Et notre RDC est possible. Au revoir. Au revoir.